avec le talentueux et brillantissime Alain Héril. Pour rappel, bon, c'est juste un rappel, hein, il est psychanalyste, sexothérapeute, formateur et écrivain. Il forme depuis plus de 20 ans des psychopatriciens à la psychologie, avec une orientation ciblée autour de la psychopathologie et de la sexothérapie. Il co-dirige l'Institut Indigo Formation, il intervient auprès de différents organismes en France, en Russie, en Suisse, en Chine. Il intervient dans des milieux universitaires à Paris 7, en Bourgogne, et il est professeur à l'université HSE de Moscou. Il est auteur de nombreux livres, Le sourire intérieur, Sexothérapie, ses confidences qui soignent, Femme épanouie, et bien d'autres encore. Nous n'allons pas tous les citer, sinon nous n'aurons pas le temps ce soir avec ce court format que sont les Coffee Talks. Euh, juste pour rappel, Alain organise deux DU avec l'université euh, de Valladolid, mais je vais encore me faire tirer par les oreilles par Sylvie. Ça Donc s'appelle l'Université européenne Miguel de Cervantes. voilà, moi je sais dit. Et les deux DU sont donc le DU de couple et sexualité et le DU de psychopathologie. Alain a accepté de venir nous parler ce soir d'anxiété sous la forme d'un court format. Donc, il va prendre la parole pendant une petite demi-heure. Et puis après ça, je vous invite à poser vos questions. N'hésitez pas à les faire apparaître sous forme de en utilisant les petits QR en dessous. Ou sinon, après ça, on donnera la parole petit à petit à chaque personne. Alain, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de venir prendre la parole lors de ce Coffee Talk, ce nouveau format donc, que nous vous proposons. Et je suis très heureux de te voir parmi nous. Merci beaucoup, Fabrice. Euh, oui, effectivement, je vais là, l'idée, c'est d'exposer quelques idées autour de la question de l'anxiété et bien sûr d'échanger avec vous, hein. Donc, ça va pas être évidemment un cours complet. Euh, En sachant que l'anxiété, c'est un sujet qui touche tout le monde. Qui n'a pas eu à un moment donné de sa vie des moments d'anxiété, voire même des moments d'angoisse. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les spécificités de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on appelle l'anxiété? Et puis de voir aussi comment elle se manifeste, par quelle manifestation somatique, c'est-à-dire liée au corps. Et puis éventuellement, on pourra voir ensemble comment on peut accompagner l'anxiété, voire éventuellement aider les patients, les patientes, les personnes qui viennent voir des thérapeutes à sortir de ce cercle parfois infernal de l'anxiété qui a plusieurs formes, hein. On va les regarder ensemble. L'anxiété est un thème assez majeur dans nos sociétés à l'heure actuelle. Je dirais même que quasiment d'un point de vue mondial. Il y a une trentaine d'années, on parlait d'anxiété et même aussi de dépression essentiellement dans les pays occidentaux industrialisés, avec l'idée que dans les autres populations du monde, l'anxiété était amoindrie, voire inexistante. Voilà. Là, il s'avère, et ça c'est les chiffres de l'OMS, que l'anxiété est, comme la dépression aussi, associée à la dépression, que l'anxiété a un caractère mondial à l'heure actuelle et qu'il y aurait une espèce d'anxiété généralisée sur la planète qui serait liée à plein de facteurs. Les facteurs écologiques, ça joue, hein, il y a d'ailleurs une nouvelle forme d'anxiété sur laquelle on est en train de travailler en psychopathologie qui s'appelle l'éco-anxiété, donc qui est l'anxiété qui est liée à l'état désastreux dans lequel est notre planète et qui touche surtout les jeunes populations entre 20 et 35 ans. Donc, c'est une nouvelle forme d'anxiété qui est en train d'arriver, tout comme l'une des causes aussi de la montée de l'anxiété, ça a été ce qu'on a connu avec l'épidémie du Covid, qui a aussi entraîné des états anxieux particuliers, puisque nous avons vécu pendant le Covid une situation que le monde n'a jamais connue auparavant.
Donc, tout ça a entraîné des nouvelles formes d'anxiété et une espèce d'anxiété un petit peu générale qui a entraîné, en fonction des pays, une multiplication de la prise d'anxiolytiques. Les anxiolytiques, ce sont ces médicaments que l'on prend spécifiquement par rapport à l'anxiété, mais aussi la prise d'antidépresseurs, qui sont les médicaments que l'on prend spécifiquement par rapport aux états dépressifs. Donc, en France, multiplication par 5 de la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, ce n'est pas rien, bien entendu. Mais dans d'autres pays, il va y avoir une multiplication, là aussi, par 5, voire par 10, de la prise de complexes survitaminés. Mais ça raconte la même chose et la même tentative d'essayer de calmer cet état d'anxiété un peu généralisé. Donc, c'est un sujet qui est pas des moindres, et c'est un sujet qui concerne donc tout le monde. Je suis superviseur depuis une quinzaine d'années, donc je supervise des thérapeutes dans leur pratique, des thérapeutes qui viennent d'univers différents, de la psychanalyse, de la psychologie clinique, de l'hypnose, de la sophrologie, de la gestalt thérapie. Et tous ces thérapeutes que j'accompagne me parlent d'une montée d'anxiété chez leurs patients. Et qui, de fait, se multiplie aussi depuis le Covid, mais on a déjà vu avant le Covid arriver une vague anxieuse chez les patients qui viennent consulter. Donc, c'est un sujet important, je le répète. Et ce qui est intéressant déjà, c'est de faire le distinguo, parce que souvent les choses sont un petit peu entremêlées, entre des états qui sont différenciés. C'est-à-dire que, par exemple, la peur n'est pas de l'anxiété. L'angoisse n'est pas de l'anxiété. Donc, c'est important d'arriver à faire cette distinction parce que ça va aussi entraîner des formes d'accompagnement spécifiques. On n'accompagne pas la peur de la même manière qu'on accompagne l'anxiété ou l'angoisse. Donc, la peur, c'est un sentiment qui est un sentiment de panique, la plupart du temps, qui est lié à un objet définissable et identifiable. C'est-à-dire que quand on a peur, on sait de quoi on a peur. La peur fait partie des 6 grandes émotions primaires. La peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût, qui sont les 6 émotions primaires. Pourquoi on appelle ça des émotions primaires? Ça, c'est tous les travaux de Paul Ekman, travaux qui datent des années 60-70 et qui font office de référence, parce que ce sont les émotions que l'on retrouve chez le nourrisson. C'est-à-dire, dès notre arrivée au monde, nous avons inscrit à l'intérieur de nous, comme un espèce de substrat profondément inscrit chez l'être humain, nous avons ces 6 émotions primaires qui sont intégrées. Donc la peur en fait partie. Et la peur est une émotion qui est une émotion réactive. Elle est réactive dans la mesure où il y a un événement identifiable, comme je disais tout à l'heure, que l'on peut repérer, que l'on vit et qui va entraîner la sensation de peur. Et la sensation de peur, elle est liée la plupart du temps à une menace repérable. Je suis en danger dans cette situation, donc la peur va s'activer. Et en général, la peur entraîne chez nous un double mouvement, soit un mouvement de fuite, soit un mouvement d'attaque. C'est c'est très primaire, ça se passe au niveau de notre cerveau archaïque. Ces émotions, cette émotion qui est la peur et qui va entraîner le désir de fuite ou le désir d'attaquer, enfin le désir, la volonté, la nécessité de fuir ou d'attaquer, ça a été travaillé là encore dans les années 70-80 par Henri Laborit et qui a bien remarqué ça à travers l'étude des animaux et après l'étude des êtres humains, et que c'est quelque chose qui est anthropologiquement est présent, la peur, chez nous depuis les débuts de l'humanité. En tout cas, depuis les débuts de l'Homo habilis, de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens sapiens, ce que nous sommes, nous, maintenant. En fait, la peur est inscrite chez nous par rapport au fait que dès que nous sommes dans une situation considérée comme vulnérable, dès qu'il y a une menace qui vient de l'extérieur de nous, comme nos ancêtres, qu'il y a un éventuel prédateur ou un prédateur reconnaissable en tant que tel, nous allons avoir des antennes qui vont s'agiter et qui vont nous dire soit j'attaque, soit je fuis. Alors, ce qui est intéressant,
par rapport à ça, c'est que ce système est encore présent à l'intérieur de nous. La seule chose, c'est que en tant qu'homme civilisé, occidentalisé, dans des pays industriels et à d'autres endroits aussi, nous sommes dans des situations où nous pouvons avoir peur sans que nous puissions attaquer ou fuir. Donc, je vous donne un exemple. Je suis dans une situation au travail, par exemple, où j'ai une peur continuelle, peur de prendre la parole en public, peur d'affronter tel supérieur hiérarchique, peur d'aller à tel endroit. Cette peur va être présente en moi. Elle est identifiable. Je peux dire, j'ai peur de mon supérieur hiérarchique. Je peux le nommer. La seule chose, c'est que je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas le fuir. Je ne peux pas lui taper dessus et je ne peux pas quitter mon travail. Donc, ces émotions qui naturellement vont se mettre en place à l'intérieur de nous, à travers des systèmes neurophysiologiques que l'on connaît bien, adrénaline, noradrénaline, cortisol, donc ça ne peut pas s'expulser, ça ne peut pas se vivre. Ce qui est très intéressant, c'est que chez l'homme primitif, on a remarqué que lorsqu'il y a une sensation de peur, le sang va naturellement augmenter sa capacité de coagulation. Pourquoi? Parce que si un prédateur m'attaque et que j'ai une plaie, le fait d'augmenter la capacité de coagulation va aider à une plus rapide cautérisation d'une éventuelle plaie. Mais ça, nous le portons encore à l'intérieur de nous. Donc, je suis dans une situation au travail, j'ai peur de mon supérieur hiérarchique, je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas le fuir. Donc, je vais attaquer qui et je vais fuir qui? Je vais m'attaquer moi-même. Je vais me fuir moi-même. C'est-à-dire que cette énergie qui est destinée à quelqu'un précis, mon supérieur hiérarchique en l'occurrence, eh bien, je la retourne contre moi. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de manifestations somatiques que nous connaissons bien en psychosomatique et dans le champ de la psychologie et de la psychopathologie, qui sont des attaques contre soi ou des fuites de soi-même. Et donc, les attaques contre soi, par exemple, elles vont souvent toucher les systèmes digestifs, les systèmes d'évacuation, les intestins ou autres. On sait très bien maintenant sur le terrain médical que certaines gastrites ulcéreuses sont liées à des états de stress et donc à des attaques portées contre soi-même. Et tout comme se fuir soi-même, eh ben, c'est la dévalorisation, c'est la mésestime de soi, c'est le fait qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera pas et tous ces éléments. Et donc, au départ, il y a une peur identifiable et cette peur, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer par l'attaque ou par la fuite, peut se transformer en angoisse. Et donc, va faire le lit d'un état angoissé quasiment permanent chez beaucoup de nos contemporains. Et donc, cette angoisse qui va être présente, c'est quelque chose d'interne, c'est-à-dire que l'angoisse, c'est une peur sans objet. Donc, pour être bien clair, on peut très bien avoir au départ une peur, j'ai peur de mon supérieur hiérarchique, et à un moment donné, à force d'être dans ce système de peur normalement reconnaissable, il va se transformer en un système d'angoisse, et où finalement, l'angoisse, je ne vais pas la ressentir au travail, je vais la ressentir dans toutes les étapes de ma vie. C'est-à-dire que aussi bien dans mes relations avec mon compagnon, ma compagne, mes enfants, mes amis, et même y compris lorsque je prends le train, je prends le métro, je prends ma voiture ou autre, cette angoisse va être présente et finalement, la peur de départ, je ne vais plus pouvoir l'identifier, mais je vais identifier l'angoisse. Et l'angoisse, c'est donc cette peur sans objet qui va être présente à l'intérieur de moi et qui, évidemment, va largement handicaper mon fonctionnement. Ça va se transformer comment, cette angoisse? Ça va se transformer donc dans le corps par des états qui sont extrêmement désagréables, qui peuvent se traduire par des situations de crise, ce qu'on appelle les crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, qui sont aussi des crises de panique, à tous les systèmes de crise, crise d'angoisse, crise de panique, crise de spasmophilie, malaise vagal, voilà, tous ces éléments qui sont présents sous forme de crise, même des évanouissements également, sont en fait liés au fait que nous sommes trop chargés d'angoisse et que cette angoisse qui est présente nous met dans un état d'incapacité à nous adapter à une réalité donnée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mauvaise interprétation de la réalité dans laquelle je suis.
Je vous donne un exemple qu'on va retrouver, par exemple, dans un système où j'ai eu beaucoup de patients qui étaient dans ce système-là, c'est les phobies sociales. Il y a des personnes qui sont dans ce qu'on appelle des phobies sociales, avec bien sûr une angoisse profonde chevillée au corps. Et donc, quand on a des phobies sociales, donc agoraphobie par exemple, eh bien, on est objectivement, il n'y a aucune menace. Il n'y a rien qui nous menace. Mais le ressenti intérieur va être, si je vais à cet endroit-là, il va se passer quelque chose de difficile pour moi. Je vais ressentir des émotions absolument incontrôlables, difficiles, complexes et tout ça. Et donc, il y a toute cette montée dans le corps, toute cette montée de sensations difficiles à contenir et qui va entraîner les fameuses crises d'angoisse ou de panique. Alors, il y a des degrés à l'intérieur de ça, mais plus on arrive à des degrés importants, et plus on va chercher à fuir ce qui crée de l'angoisse. Et donc, si par exemple, j'ai peur des grands espaces, l'agoraphobie, je ne vais jamais aller dans des endroits où il y a des espaces découverts, à l'intérieur desquels je risque d'avoir cette fameuse crise d'angoisse. Moi, j'avais des patients qui ne sortaient plus de chez eux, c'est-à-dire qu'ils restaient à l'endroit où ils étaient sûrs de trouver un espace de sécurité, parce que s'ils sortaient chez eux, ils étaient envahis par cette angoisse. Et donc, l'angoisse va s'accompagner donc d'anxiété également. Et on pourrait dire que s'il y a des degrés à mettre en place, que l'anxiété, c'est l'antichambre de l'angoisse. C'est-à-dire que s'il y a à hiérarchiser, l'anxiété est en dessous de l'angoisse. L'angoisse est une anxiété majorée, mais néanmoins, les deux sont très intimement liés. Il y a vraiment quelque chose qui est intimement lié entre l'angoisse et l'anxiété, et que dans tous les cas, ça entraîne une impossibilité d'adaptation aux situations. Et ensuite, ce qui va se décliner, c'est tout le système phobique. Tout le système phobique, j'ai parlé de l'agoraphobie, mais il peut y avoir aussi claustrophobie, donc les phobies sociales aussi, qui font que à un moment donné, on ne peut plus aller manger chez des amis, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus prendre l'avion, on ne peut plus monter dans sa voiture. Voilà. Et les systèmes sont très larges, mais à chaque fois, c'est une impossibilité d'adaptation à une réalité qui, en elle-même, ne comporte aucune menace. Donc, ça peut partir d'une peur identifiable pour se transformer en quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse. Il y a un autre élément aussi sur la construction de l'anxiété, qui sont les traumas, c'est-à-dire les traumatismes qu'on a pu vivre dans son enfance ou dans son adolescence, qui vont créer ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des situations de référence qui font que lorsqu'on se retrouve dans une situation similaire à ce qui nous a traumatisé enfant, on va être dans l'impossibilité d'affronter cette situation. La seule chose, c'est que le trauma de départ, bien souvent, il est enregistré de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Donc, je peux très bien avoir eu, par exemple, un accident quand j'avais 3 ou 4 ans, avoir eu une opération, par exemple, quand j'avais 3 ou 4 ans, et développer par la suite une anxiété, une angoisse à chaque fois que je passe devant un hôpital, avoir la phobie des aiguilles, par exemple, la phobie du sang, tous ces éléments-là qui sont liés à un événement que je n'arrive plus à repérer. Et donc, ce qui fait que ça va me mettre dans une incapacité à gérer des situations sans savoir pourquoi je n'arrive pas à gérer ces situations et avec cette sensation d'angoisse. Donc, l'angoisse, l'anxiété, les deux donc dans le même sac, dans la même association, racontent quelque chose de nous-mêmes et racontent quelque chose de notre identité aussi, de ce que nous sommes. Et souvent, les patients que j'ai pu accompagner, mais qui viennent consulter un psy, un médecin ou autre, et qui sont perclus d'angoisse et d'anxiété, souvent ces personnes-là, ce qu'elles traduisent, c'est une impossibilité à vivre de façon tranquille et sereine, et que cette impossibilité à vivre va avoir une influence sur leur construction identitaire.
Et les discours qu'on va entendre, c'est « je ne sais plus qui je suis, je n'arrive plus à être moi-même, je suis incapable de ». Donc, c'est-à-dire avec tous les systèmes de dévalorisation qui vont se mettre en place, et notamment avec une forme d'anxiété qui est très invalidante, qui s'appelle le TAG, le trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire des personnes qui sont continuellement dans un trouble d'anxiété, qui est une anxiété majorée, qui est présente dans toute l'organisation psychique et qui va avoir une influence, bien entendu, sur le comportement. Donc, et il y a aussi dans sa dimension pathologique de l'anxiété quelque chose qui est en disproportion par rapport à l'événement. Et donc, il y a un événement, hein, comme je disais tout à l'heure, qui en soi ne comporte pas d'éléments menaçants, mais que l'on va interpréter, on va lire de cette manière-là. Ce qu'on a pu remarquer dans les approches psychopathologiques, c'est que bien souvent, les lieux, les situations qui créent des angoisses, qui créent de l'anxiété, qui peuvent créer des crises aussi, sont ce qu'on appelle des lieux de transition. C'est-à-dire souvent, le profil est le suivant, c'est-à-dire une personne qui est dans un espace sécurisé, chez elle, par exemple, et qui va dans un autre espace qu'elle juge, qu'elle projette comme étant éventuellement insécure. Et entre les deux espaces, il y a de la transition. Et souvent, la crise, la montée de l'anxiété, le TAG, trouble anxieux généralisé, la crise de panique, intervient dans ces espaces de transition. Un pont, c'est un espace de transition. Un avion, c'est un espace de transition. Un train, c'est un espace de transition. Un cinéma, un restaurant. Voilà, tous ces lieux-là sont des lieux de transition. Et c'est dans ces lieux de transition que bien souvent, il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre de la crise d'anxiété, qu'elle soit majeure ou pas, et à l'intérieur de laquelle la personne ne se sent pas bien, évidemment. Et donc, beaucoup de personnes, quand ils sentent monter ces crises, bon, ont avec eux leur Lexomil, leur Xanax, leur Licentia, voilà, où il y a des crises anxieuses aussi, qui sont très somatiques. Par exemple, il y a certaines formes de crises d'asthme qui sont des crises d'anxiété. Et donc là, on va avoir besoin de s'appuyer sur un médicament, Ventoline ou autre, pour justement être dans quelque chose qui ne va pas trop anticiper sur un moment où on pourrait vivre une crise qui serait dommageable, difficile, handicapante, bien entendu. Mais si on regarde bien, en fait, on ne fait que reproduire quelque chose que nous vivons depuis l'enfance. C'est-à-dire que dans la petite enfance, de quoi l'enfant il a besoin fondamentalement? Il a besoin d'un espace de sécurité. La sécurité est fondamentale à notre fonctionnement humain. Parce que ça, c'est particulier aux êtres humains. Tous les mammifères que ne sont pas comme ça, c'est que nous naissons impuissants et dépendants. Donc, cette impuissance et cette dépendance qui est inscrite dans notre identité dès notre arrivée au monde fait que nous avons besoin d'être dans un espace, dans un environnement qui nous assure la sécurité. Un environnement à l'intérieur duquel on peut mettre en place son développement psycho-affectif de la manière la plus sécure possible, la plus agréable possible. Et donc, ça, c'est tous les travaux sur les théories de l'attachement de John Bowlby, hein, qui ont beaucoup parlé de ça, et qui laissent entendre que cet espace de sécurité, nous en avons besoin. Sinon, nous allons développer dès la petite enfance, et on trouve ça chez le nourrisson. Je vous rappelle qu'il y a des dépressions du nourrisson qui existent, et dès le nourrisson, on va trouver une anxiété fondamentale qui va se mettre en place parce que l'enfant n'est pas dans un espace vécu, ressenti comme étant suffisamment sécure pour lui. Et lorsqu'un enfant va passer d'un espace sécure, a priori l'espace parental, l'espace familial, pour aller dans un espace qui comporte une éventuelle insécurité, la crèche, l'école, l'extérieur, l'enfant va avoir besoin d'un objet relais qui va être la représentation symbolique de l'espace sécure pour aller dans un espace insécure. Et ça porte un nom, ça s'appelle le doudou, hein. Et c'est ce que Winnicott a mis en place, a travaillé, il appelait ça l'objet transitionnel. C'est un objet qui nous permet de faire la transition entre un espace sécure et un espace insécure.
Et donc, si on n'a pas symboliquement cet objet-là, qui peut être aussi un objet mental, une image qu'on a dans la tête, une idée, une personne, une pensée qui peut nous aider. Par exemple, en sophrologie, en hypnose, on travaille beaucoup sur ces ancrages qui sont des ancrages positifs qui permettent d'affronter des situations a priori ressenties comme négatives. Si on n'a pas cet ancrage-là, eh bien, il risque d'y avoir ces états d'anxiété qui vont se mettre en place et qui sont évidemment extrêmement compliqués à gérer. Donc, nous avons toutes et tous besoin de doudou. Nous avons toutes et tous besoin d'objets sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont des objets qui amènent une sécurité à l'intérieur de nous. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un collier, ça peut être une bague. Bon, il y a un doudou assez universel à l'heure actuelle, ça s'appelle le smartphone, sur lequel on s'appuie. Imaginez, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, moi, si je perds mon smartphone, je perds ma vie. J'ai entendu ça. Donc, c'est bien la preuve que ça a une fonction de doudou quand même assez puissante. Et puis, regardez, quand vous êtes dans une situation difficile, anxieuse, qu'est-ce que automatiquement on va faire? On va se référer à des images, à des situations qui sont bonnes pour nous, voire à des personnes ou autres, pour naturellement retrouver la régulation par rapport à cet état d'anxiété qui est en train de monter. Et donc, j'ai tendance à penser que le meilleur outil que nous avons en psychothérapie par rapport à nos patients anxieux, ça s'appelle la relation thérapeutique. C'est-à-dire que dans la relation thérapeutique, symboliquement, nous proposons à nos patients de revenir dans un espace où il y a quelqu'un qui est là, le thérapeute, qui les écoute, qui les regarde, qui les accompagne, qui prend soin d'eux, qui donne de l'importance à leurs paroles, qui croit en eux, qui les accueille dans un espace de bienveillance, de non-jugement. Voilà, tout ça, cet espace-là, cette situation-là, elle a une fonction rassurante et elle a une fonction d'ancrage qui permet aussi d'être dans quelque chose qui pourrait aider à dépasser la dimension d'anxiété. Donc, c'est une piste. Après, il y a des outils qui existent. J'ai cité la sophrologie, j'ai cité l'hypnose. Il y a plein d'autres approches qui vont travailler directement sur l'anxiété. Mais la première base de la réparation anxieuse, c'est la qualité relationnelle qu'offre le thérapeute à son patient. C'est la première base. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, je dirais presque dans toutes les approches thérapeutiques, un fond un peu maternant, dans le sens englobant du terme, dans le sens rassurant du terme, qui permet de dépasser ces espaces-là. Je me souviens, j'avais vécu une fois avec un épisode comme ça avec une patiente. Je reçois une nouvelle patiente. Mon cabinet à l'époque était au 2e étage et puis il y avait un ascenseur. Et bon, j'étais dans un immeuble où il y avait une espèce de phobie sécuritaire. Tout était fermé. Et donc l'ascenseur, il fallait que je l'envoie à mon patient. Voilà. Et il n'y avait pas d'accès à l'escalier parce qu'il fallait une clé. Donc, ma patiente arrive, elle sonne à la porte, je lui dis, je vous envoie l'ascenseur, j'envoie l'ascenseur, et puis j'attends et je ne vois pas la patiente. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout ça. La patiente ressonne, je lui dis, l'ascenseur n'est pas arrivé. Elle me dit, si, l'ascenseur est arrivé, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas quoi? Je ne peux pas le prendre. Et tout d'un coup, je devine que j'ai en face de moi quelqu'un claustrophobe et pour qui prendre l'ascenseur seul, c'est une anxiété majeure. Qu'est-ce que je fais? Je ferme mon cabinet, je monte dans l'ascenseur, je descends et je vais la chercher. Elle rentre dans l'ascenseur, on monte au 2e étage, on commence la séance. Je dis, mais vous m'avez dit que vous aviez peur de l'ascenseur? Elle me dit, oui, oui, oui. Mais vous avez pris l'ascenseur? Elle me dit, oui, mais avec vous. Et donc, tout d'un coup, effectivement, j'avais cette fonction rassurante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de l'ascenseur, elle a peur d'elle seule dans l'ascenseur. Dès qu'il y a effectivement quelqu'un qui est là, donc une fonction d'objet transitionnel, il y a quelque chose qui se rassure chez le sujet. Et donc, et ça, c'est présent en nous depuis la toute petite enfance. Et ça se rejoue dans l'espace thérapeutique. Donc, pour clôturer cette introduction, il y a là vraiment dans l'anxiété quelque chose qui raconte dans nos sociétés une problématique non seulement
d'un besoin de sécurité interne, mais ça raconte aussi quelque chose sur les états de solitude dans nos sociétés, sur les états de déperdition dans nos sociétés, sur ces ressentis-là. Et je voudrais juste clôturer avant qu'on échange ensemble par une phrase d'un auteur qui s'appelle Pascal Quignard. Et Pascal Quignard dit: il y a plus nu que la nudité, c'est l'angoisse. L'angoisse qui déchire soudain un regard me fait l'impression, quand elle surgit soudain et monte dans ce corps, d'une nudité plus impudique que la nudité elle-même. Parce que la nudité dévoile le corps, tandis que l'angoisse dévoile l'identité. Mm. Donc, et ce que dit Quignard est extrêmement juste par rapport à ce que j'ai pu rencontrer chez mes patientes et mes patientes qui souffraient donc de l'anxiété. Alors, voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant sur cet exposé. Voilà, où j'ai pris quelques pistes et tout ça par rapport à notre thème qui est l'anxiété, angoisse, peur, voilà, tous ces éléments-là, voilà, pour qu'on puisse avoir un petit temps de dialogue ensemble, si vous voulez bien. En tout cas, merci de votre attention et Merci. la parole est à vous. Les questions sont à vous. Merci beaucoup, Alain. Je demande à chaque participant de réactiver le son. Donc, je suis en train de réactiver les sons de tout le monde. Voilà, je pense que c'est fait. Jean-Marc l'a fait. Cédric, pas encore. Laetitia l'a fait aussi. Gwen ne l'a pas encore. Alors, qui Oui, pose ça une y est. première question? Géraldine, voilà, je te laisse poser une première question. Il faut toujours que quelqu'un se jette à l'eau, parce que sinon, c'est la première question engendre toujours les secondes et les suivantes. Ok, alors moi j'ai une question Alain. D'abord, je te remercie pour cette jolie introduction par rapport à l'anxiété, parce que c'est vrai je pense qu'on l'expérimente tous à des moments plus ou moins intenses. Est-ce que pour toi, quand un patient a eu un trauma important et que les choses se sont arrangées, est-ce que tu penses que le fait de entre guillemets, de se remettre de temps en temps, dans des choses qui peuvent réactiver la chose, fait que le ressenti du patient est beaucoup plus fort ou pas? Par rapport en termes de niveau d'anxiété. Tout à l'heure, tu donnais bien la différence entre, entre l'angoisse, intérieure, l'anxiété sociale, le moins intime, le moins social, donc c'était, Hmm. intéressant, s'il te plaît. Alors, a priori, si quelqu'un a eu un trauma et que cette personne a travaillé sur le trauma, quel que soit le type de travail qu'elle a fait sur le trauma, il y a une identification du trauma, il y a a priori une compréhension et a priori il y a un dépassement du trauma. Ceci étant, toute forme traumatique part d'un ancrage traumatique, un événement. Donc, dès qu'on va être en face de quelque chose de similaire à l'événement de départ, a priori, les sentiments, les émotions liées au trauma ont tendance à revenir. Mais si on a travaillé dessus, à mon avis, ça va revenir de manière minorée. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver la même force que le trauma de départ. Ça, c'est une réponse très générale. Après, il y a des formes de trauma qui sont des traumas qui laissent des traces, qui sont extrêmement profondes et où la réactualisation des problématiques peut se faire de manière très forte, même si on a travaillé sur le trauma. Notamment tous les traumas qui sont liés à des états de guerre, par exemple, les traumas qui sont liés à des moments où sa vie a été mise en jeu. Il y a eu tout un travail qui a été fait sur justement le stress post-traumatique. Et notamment toutes les études, ça. Les premières études sur le stress post-traumatique, c'est Wilfred Bion qui les a mis en place, et après un travail sur les soldats de la guerre 14-18. Et ensuite, il y a eu tout un travail fait avec les soldats qui sont revenus du Vietnam, donc dans les années 60-70, et on a remarqué que même s'il y avait un travail profond qui était fait, dès qu'il y avait une exposition à quelque chose qui rappelait ces traumatismes-là, le, le,
les émotions liées au trauma pouvaient remonter avec une force et une virulence extrêmement puissantes. Néanmoins, ça va jouer sur le temps. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un dont le village a été bombardé, par exemple, et dès que j'entends un pétard dans la rue ou autre, que ça me rappelle le bruit des bombes, je vais avoir les mêmes sensations, même si j'ai fait un travail dessus, si ce n'est qu'elles vont durer moins longtemps. Parce que je vais me dire, ah ben non, c'est un pétard, c'est pas une bombe qui tombe sur mon village. Donc ça va, il y a quelque chose qui est plus facilement travaillable. Euh, Moi, par rapport au trauma, je travaille beaucoup avec les approches de Peter Levine. Et Peter Levine est quelqu'un qui n'est pas du tout un partisan d'aller travailler le trauma de manière directe, de l'affronter et tout ça. Peter Levine est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la ressource naturelle que nous avons face au trauma et qui a d'abord travaillé sur les traumatismes des animaux, qui a beaucoup travaillé sur la notion de figement, et le figement qui est une forme justement pour essayer de ne pas vivre l'anxiété. Je vais essayer d'être clair par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que Lévin a remarqué, c'est que par exemple, une antilope, lorsqu'elle est attaquée par une lionne et que la lionne la chope, la plupart du temps, l'antilope va se figer, c'est-à-dire faire comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était pas là. Et donc, si par bonheur, la lionne la laisse tomber, s'en va, qu'est-ce que fait l'antilope? Elle va s'ébrouer, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place du mouvement et elle va se mettre à trembler pour évacuer le stress de ce qu'elle a vécu. Mais nous ne faisons pas ça en tant qu'être humain. On ne va pas s'ébrouer hein, lorsqu'on vit quelque chose de traumatique, de difficile. Et Peter Levine, lui, il a beaucoup travaillé là-dessus et sur le fait qu'il faut aider les personnes traumatisées à sortir du figement. Et sortir du figement, ça passe aussi par ces éléments-là. Et jusqu'à ce que là, actuellement, il y a une approche du trauma qui s'appelle le TRE. Et le TRE travaille sur le fait de remettre du mouvement, de remettre du tremblement pour justement sortir de l'anxiété qui est liée à ça. Mais si on est figé dans le trauma, on a besoin de passer par l'angoisse et de passer par l'anxiété pour ensuite s'en débarrasser. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est quand même une réponse au trauma. Et donc, le figement, c'est le fait de ne pas apporter de réponse au trauma et d'être dans ces états de figement, de dissociation que l'on connaît bien hein, par rapport au traumatisme. Donc, retrouver l'anxiété, pour rejoindre ta question, Géraldine, retrouver l'anxiété, c'est aussi une manière déjà de combattre contre le trauma. Et ensuite, il faut faire en sorte que l'anxiété soit la plus minorée possible. Et normalement, avec un travail sur soi, en étant accompagné, on arrive à ça. Mais ce n'est pas si simple que ça, bien entendu, surtout dans les cas de trauma majeurs. Hein, les traumas de guerre, les viols, les traumatismes sexuels, voilà, tous ces traumas très lourds qui handicapent l'espace psychique de manière quasiment indélébile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dessus. Quelqu'un me demandait dans le chat s'il y avait un livre de Peter Levine à lire. Il y en a un, le premier, le plus connu, qui s'appelle Réveiller le tigre. Et d'ailleurs, Réveiller le tigre de Peter Levine. Il n'était pas loin. Il C'est n'était pas loin, il magnifique. était juste à C'est côté. magnifique. Alors là, si Ouais. ça ne Et- s'appelle J'ai pas pas fait un exprès, hein. alignement de planètes. Et c'est un pavé, hein. Non, pas tant que ça. Il y a 6200 pages, donc ça va. Hein. Non, il y a 230 pages. Non, c'est pas un gros pavé, hein, Ouais. ça va. Mais c'est passionnant parce qu'il y a toutes les recherches en éthologie de Lévin et d'autres qui permettent de bien comprendre tous ces éléments-là. Et parfois, l'angoisse, parce que l'angoisse et l'anxiété, c'est quand même des mécanismes de défense de notre organisme. Donc, la peur, on sait de quoi on a peur, mais l'angoisse et l'anxiété, ça participe du fait de nous défendre pour être le moins atteint possible. Bien sûr, moi, je trouve qu'il y a un mécanisme qui est génial, qui a été inventé, je ne sais pas par qui, mais qu'on a, nous, les êtres humains, c'est les systèmes phobiques. La phobie, c'est génial.
C'est-à-dire que si j'ai une angoisse, une anxiété, je la mets dans l'araignée. Voilà. Tant que je ne suis pas en contact avec une araignée, je n'ai pas d'anxiété. C'est génial comme système, mais il ne faut pas être en contact avec une araignée. Parce que dès que l'araignée arrive, ce n'est pas l'araignée qui me fait peur, c'est toute l'angoisse et toute l'anxiété que j'ai mis dans l'araignée, et l'araignée ne fait que faire retour de mon angoisse interne. Mais tant que je ne suis pas en contact avec l'araignée, tout va bien. Le seul problème, c'est que parfois, certaines personnes, le mot araignée lui-même crée de l'angoisse et de l'anxiété. Ça, c'est les phobies simples, les araignées, les souris, les clowns, voilà, tous ces éléments-là. Le problème qui se pose, c'est sur les phobies complexes, et notamment l'agoraphobie, les phobies sociales et tout ça, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre avec les autres. Voilà, on peut très bien passer sa vie sans voir une araignée, voilà, mais on ne peut pas passer sa vie sans voir d'autres êtres humains. Et quand ceux-ci sont porteurs d'anxiété et d'angoisse, c'est assez difficile à vivre. Ouais, j'ai fait une grande réponse, Géraldine, mais ça Merci permet de beaucoup, développer Alain. quelque chose. J'adore ta réponse. Merci. Et j'ai Merci. une autre question. Oh, J'aimerais savoir ce que... Et après, je laisse la parole aux autres pour poser aussi des questions. Euh, J'aimerais savoir si tu aimes l'approche de de la théorie polyvagale. Mais bien sûr, parce que la théorie polyvagale, elle est née de Peter Levine. Mm, C'était l'un des premiers à en parler, effectivement, avec, avec ce système qui est en lien avec nos fonctionnements nerveux, avec le système nerveux central et les systèmes nerveux périphériques. Et bien entendu, ce qui laisse entendre que l'on peut travailler sur le trauma et on peut travailler sur les conséquences du trauma à partir du corps, en travaillant dans des approches corporelles. Donc, moi, je suis psychanalyste à la base. La psychanalyse n'est pas la meilleure réponse par rapport à l'anxiété, par exemple. Euh, les approches de Lévin ou autres, ou tout ce qui est en lien avec la théorie polyvagale ou autre, donc ils vont utiliser des techniques de respiration, des techniques de régulation, la cohérence cardiaque, voilà, tous ces éléments-là aident beaucoup. Après, la psychanalyse, elle va travailler sur l'origine du trauma, sur travailler sur l'enfance, la petite enfance et tout ça. Mais quand on a quelqu'un qui arrive, qui est perclus d'angoisse et d'anxiété dans notre cabinet, lui parler de son père, de sa mère, de son complexe d'Oedipe et tout ça, c'est trop tôt. mm, On va l'encombrer avec ça. La absolument. personne, ce qu'elle veut, c'est aller mieux, c'est respirer, c'est se détendre. Mm, Donc, donc et parfois même, il y a des approches toutes simples, comme le massage, le shiatsu, la méditation, l'acupuncture, qui permettent de faire redescendre le taux de stress et ensuite de travailler sur d'autres choses. Moi, je suis un partisan des approches intégratives, hein. Donc, mm, je ne pense pas que une approche psychothérapeutique, quelle qu'elle soit, résout tous les problèmes. C'est la pluridisciplinarité qui va nous aider. Mais oui, oui, bien sûr que l'approche polyvagale, elle est hyper intéressante, et notamment par rapport au trauma, par rapport à l'anxiété et tous ces éléments-là, bien sûr. mm. Merci beaucoup, Alain. Merci, Géraldine. Autre Avez-vous chose? des questions? Mhm. Alors moi, j'ai une question aussi. Tu disais en début de webinaire qu'il y a de plus en plus de gens anxieux. Euh, alors, est-ce que les phénomènes pour les gens qui regardent beaucoup la télé, écoutent la radio, sont sur les réseaux sociaux, etc., toutes ces choses quand même qui sont hyper anxiogènes, est-ce que tout ça fait aussi, amène aussi les gens à être de plus en plus anxieux? Et bon, là, je ne sais pas si tu auras la réponse. Et est-ce que c'est voulu par les médias de mettre les gens quand même dans toutes ces peurs? Alors, je sais pas si c'est voulu par les médias, parce que de toute manière, il y a toujours des gens derrière les médias. Voilà. Mm. Donc, il y a des systèmes derrière les médias. C'est presque une question politique que tu poses là. Oui, bon. Mm. Mais force est de constater que euh, le fait d'être constamment en référence externe et de recevoir les informations sur son identité essentiellement de l'extérieur de soi est quelque chose qui est fondamentalement anxiogène. C'est-à-dire que si ma vie sur les réseaux sociaux, mon avatar,
que je crée sur TikTok, Instagram, Facebook ou autre est plus important que moi, que donc le nombre de followers, de likes que j'ai va constituer mon identité, tout ça c'est de la référence externe, je suis dans des systèmes très anxiogènes parce que j'ai donné les clés de mon identité aux autres et que c'est l'autre qui va me définir en tant que sujet. Et donc, je ne me définis plus moi-même en tant que sujet. Et que l'une des manières, c'est pour ça que j'ai cité le texte de Quignard, qui parle bien de l'angoisse comme système, qui parle de notre identité, et que donc il y a tout un travail à faire sur le fait de retrouver son identité personnelle et de ne pas la déléguer à des espaces qui sont des espaces informationnels. Voilà. Il y a quelque chose qui est terrible. J'entends souvent les gens dire Internet, c'est un merveilleux outil de communication, ce qui est une erreur totale. Internet est un merveilleux outil d'information, pas de communication. C'est ça. Pour qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait du corps, hein. Et ça, on a tendance à l'oublier, et du corps réel, pas du corps supposé, pas du corps informatisé, pas du corps virtuel. Et c'est tout ça qui crée ces états anxiogènes, parce que on ne peut pas agir sur les réseaux sociaux. Tu, euh, tu peux agir à un niveau qui est un niveau qui n'est que le tien, mais tu n'as pas d'agissement réel. Tu peux agir sur ta réalité. Tu peux agir sur le monde réel, mais pas sur le monde virtuel. Le monde virtuel, il agit sur toi. Tu vois. Et ça, c'est très, très, très anxiogène. Et effectivement, alors il y a beaucoup, beaucoup de psychosociologues qui vont dans cette idée-là et qui laissent entendre qu'il y a un espèce d'abêtissement des populations qui entraîne des états anxieux et que donc, naturellement, pour contrecarrer ces états anxieux, on va aller vers des choses qui nous rapprochent de nous-mêmes. Voilà, la méditation, le yoga, l'introspection, voilà, tous ces éléments-là. Il y a plein de gens qui vont vers ça parce que il y a un besoin crucial d'y être, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et donc, la pensée de beaucoup de nos contemporains s'organise en fonction des éléments de pensée qui sont donnés à l'extérieur de soi et non pas à l'intérieur. Donc, il y a une déperdition des états internes. Et ça, en psychopatho, on sait très bien ce que ça donne. Voilà. Troubles anxieux généralisés, j'en ai parlé, crise de panique, crise d'angoisse, et avec la recrudescence dans nos sociétés de prise de médicaments qui rassure, qui tempère. Et avec aussi, parce que le médicament qui rassure, anxiolytique, antidépresseur ou autre, c'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, que le médicament qui stimule. Et vous avez dû remarquer qu'il y a une banalisation de la cocaïne à l'heure actuelle. Oui, Banalisation dans tous les milieux. La cocaïne, c'est pas les ouais. artistes. Partout, la cocaïne, elle est présente. Parce que c'est un stimulant qui laisse croire qu'on a l'énergie, qu'on a la puissance, qu'on a le savoir. Et en fait, évidemment que c'est une illusion, bien sûr. Mais tout ça participe du fait qu'il y a ce taux d'anxiété qui est là. Alors oui, les médias jouent un rôle, bien entendu. Bien entendu. Et le problème qui se pose, c'est que euh, on peut, à mon sens, être en lien de façon intelligente avec les médias quand on diversifie les médias. Mais quand tu uniformises les médias, que tu es toujours sur le même média, tu recevras toujours les mêmes types d'informations. Et l'une des choses qu'il y a sur les réseaux sociaux qui est terrible, c'est tous les algorithmes. Vous avez dû remarquer que les algorithmes savent ce que vous aimez. Donc, ils vont vous servir ce que vous aimez. Et vous allez vous dire, c'est génial, l'algorithme ramène toujours à ce que j'aime. Mais à un moment donné, on ne va aimer que certaines choses sur des terrains très uniformisés. Donc, du coup, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Et là, ça crée des états de solitude et donc ça fait remonter l'anxiété, l'angoisse et tous ces éléments-là, quoi. Voilà. Donc, ce qui est terrible dans nos sociétés modernes, c'est de voir que voilà, je suis chez moi, je suis pas bien, je me sens anxieux, la solitude me fait peur. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte, on sort et on va rencontrer les autres. Plus personne ne fait ça, ou très peu. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur son smartphone, on va scroller, on va allumer la télé, CNews, BFM et tout ça. Et donc, on est envahi par des informations qui ne font que renforcer notre état d'anxiété alors que on cherchait à réguler cet état et tout ça. Il y a vraiment
à l'heure actuelle, beaucoup de personnes confondent solitude et isolement. Ah, je suis Beaucoup de d'accord. personnes, quand elles sont seules, elles ont l'impression qu'elles sont isolées. Alors que l'une des meilleures réponses à l'anxiété, à l'angoisse, c'est la capacité à être joyeusement seul avec soi-même. Parce qu'en étant joyeusement seul avec soi-même, c'est le meilleur moyen pour être joyeusement avec l'autre. Et donc, c'est tout ça qui est grippé, qui est en difficulté à l'heure actuelle. Et ça, les confinements l'ont bien montré. Vous avez vu les confinements avec l'augmentation des angoisses, des anxiétés, l'augmentation des violences conjugales, l'augmentation des violences sur les enfants. C'est-à-dire, voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose de nos sociétés qui est remonté, qui n'était pas très, très joyeux quand même. Bon, là encore, j'ai fait un grand détour pour te répondre, Sylvie, excuse-moi. Merci Alain. Mais non, mais tu es passionnant, on pourrait y passer des heures, on ne va pas exagérer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une en plus. Euh, quelles astuces, je lis, hein, quelles astuces utiliser pour sortir du cercle vicieux de l'anxiété? Alors, bah, là, je ne peux donner que des réponses qui sont générales, hein, des pistes Oui, générales. oui, La première chose, c'est le retour au corps. Parce que l'angoisse, l'anxiété, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe, même si ça a des répercussions somatiques. Mais il y a un retour au corps qui me paraît être nécessaire. Le retour au corps, c'est pas simplement de faire du sport et tout ça. Euh, je, je, moi, je pense qu'il y a une réponse à l'anxiété et à l'angoisse qui existe depuis des millénaires dans d'autres sociétés que les nôtres et qui sont venus chez nous, c'est la méditation, c'est-à-dire les états d'introspection. C'est-à-dire alors, la méditation, ça peut passer par le yoga, par le tai chi, par tout un tas de choses, hein, sans être dans une méditation en lotus pendant des heures et tout ça. Il y a plein de formes méditatives qui existent, mais c'est un retour à soi, mais c'est un retour au corps, hein. Et dans toute forme méditative, il y a aussi un retour à la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, retrouver le calme, la sérénité à travers sa capacité respiratoire. Symboliquement, qu'est-ce que c'est que la respiration? J'inspire, je prends quelque chose de l'extérieur. J'ai un temps de latence pour apprécier ce que j'ai pris de l'extérieur et ensuite, je donne quelque chose à l'extérieur. Donc, dans la respiration, il y a un système de communication. Donc, inspire et expire, c'est communiquer avec ce qui n'est pas soi, naturellement. Et en plus, ça nous permet de vivre. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi toute la sociabilisation. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de patients anxieux, angoissés, ouais, qui étaient refermés sur eux-mêmes, mais sur un eux-mêmes avec lequel ils n'étaient pas bien. Donc, retrouver la sociabilisation, les espaces où on rencontre des gens, où on est en contact avec, voilà, tout ça aussi, c'est des choses simples, mais qui sont extrêmement importantes. Et puis après, dans les approches, ben, la sophrologie, qui est une approche psychocorporelle, bien entendu, qui est très aidante sur ces terrains-là, méditation, sophrologie, et puis aussi travailler sur la réorganisation énergétique également. Et ça, le Qigong, le Tai Chi, l'acupuncture, tous ces éléments-là amènent cette capacité à remettre à l'intérieur de soi un rapport serein avec soi-même qui peut être symboliquement un rapport serein avec ce qui n'est pas soi. Donc c'est ça, c'est là où ça va jouer, bien sûr. Le massage également, parce que ça permet aussi de retravailler, d'avoir confiance dans ses frontières corporelles. Voilà, la liste est longue, mais il y a toujours quelque chose qui revient à soi et qui revient au corps, à mon avis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est trop dans l'angoisse et l'anxiété, il faut apprendre à lâcher la tête et de revenir dans le corps, bien entendu. Et après, il y a des faux amis. Les faux amis, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est certaines formes d'hypersexualité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, de remplacer le stress, l'angoisse, l'anxiété par un surfonctionnement, c'est-à-dire de le remplacer par un agir qui est beaucoup trop à profusion et qui n'apporte pas la tranquillité. C'est
Donc, les systèmes addictifs, par exemple, les personnes qui sont pris dans des addictions, et notamment les addictions fortes, ces personnes-là, il y a un fond d'angoisse, hein, à chaque fois, hein. À chaque fois, il y a un fond d'angoisse, il y a même un fond de dépression. Toutes les personnes addictes sont fondamentalement des dépressifs, mais qui vont utiliser l'addiction comme antidépresseur, alors que l'addiction va être un dépresseur. Ça, c'est typique dans l'alcool, par exemple. Mm. Je suis pas bien, je suis angoissé, donc je vais boire pour être moins dépressif. Mais comme l'alcool est un dépresseur, ça augmente ma dépression. Donc, si ça augmente ma dépression, je vais boire encore plus. Voilà, c'est le cercle vicieux de l'alcoolisme qu'on connaît bien, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces pistes-là, voilà, plus d'autres. Après, moi, je n'ai pas de discours anti-médicaments. À certains moments, ça peut être important d'avoir son cachet de Xanax qui est là et qui permet de faire redescendre l'angoisse. Mais la seule chose, c'est que ça ne peut pas être une réponse uniforme et univoque. C'est juste un point d'appui. Euh, en allant vers autre chose. C'est pour ça que c'est important d'être dans des dimensions pluridisciplinaires. Hmm. Bien, merci pour cette réponse, Alain. Je t'en Est-ce prie. que euh, j'apprends plein de choses, moi j'adore. C'est très bien parce que quand on est totalement ignorant dans un milieu, chaque rencontre Hmm. est extrêmement enrichissante. Oui. Et Est-ce ça, qu'il y a une c'est dernière l'inverse de l'angoisse et de l'anxiété. Et donc, excuse-moi de t'interrompre, Fabrice, mais là, tu viens d'amener aussi un élément que j'allais oublier, qui est très important, c'est la curiosité. Les Ah, personnes qui sont angoissées, anxieuses et tout ça ont perdu leur curiosité. Donc, retrouver sa curiosité, retrouver cet allant vers quelque chose qui peut nous surprendre, ça aussi, c'est une bonne réponse par rapport à l'angoisse et l'anxiété. Euh, ah. c'est une très bonne réponse. Et la curiosité, ben, c'est toujours la curiosité de l'autre, puisque c'est la curiosité de ce qui n'est pas soi. Après, il y a une curiosité vis-à-vis de soi-même aussi, mais la curiosité, oui, c'est une réponse. Et c'est pas abstrait ce que je dis là, ça peut être très, très, très concret. Merci beaucoup. Moi, je suis heureux d'être là. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que nous avons déjà passé le temps normalement Ah oui, oui. défini. C'est ce que tu avais Eh bien, demandé, hein, plus de temps. oui, mais voilà. Bon, mais écoutez, il est temps, je pense, de nous dire au revoir. Notre prochain sujet, je compte sur l'équipe pour m'aider, aura lieu le 1er Oui, juillet, c'est juste, juillet. Oui, bravo. avec Marie Cayazzo, qui nous parlera du stress professionnel, hein, c'est ça, si je me rappelle bien. C'est quoi le titre exact? Il faut les petits copions, hein, c'est toujours la même chose, parce que à force de... Le titre exact, c'est Prévenir l'épuisement professionnel. Voilà, avec la formidable Marie Cayazzo. En tout cas, Alain, je te remercie Super. mille fois de nous avoir permis de profiter de ton savoir. Si vous, je vous invite à regarder évidemment le programme de Sowell. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir. Parlez-en autour de vous parce que je pense que c'est le formule du café corner, comme ça, du corner coffee. C'est une formule qui va plaire et qui, je pense, va avoir un certain succès dans le temps. Et je vous souhaite à tous un merveilleux 19 juin et une belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.